Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à l'un des bodybuilders les plus célèbres du monde du bodybuilding, j'ai nommé Mac Mentzer. Alors oubliez tous les influenceurs gênants du 21e siècle, enfilez votre plus beau style de Gold Era Dream, et c'est parti. Mike est né le 15 novembre 1951 en Pennsylvanie à Ephrata. Il est l'aîné d'une fratrie et son frère lui se nomme Raymond Mentzer et il est né le 3 août 1953. À 2 ans, il déménage à Lancaster, donc c'est juste à côté d'Ephrata. Petit, c'est un prodige à l'école et ses profs et son père sont beaucoup derrière lui. Son père l'envisage même au succès. Par exemple, lorsqu'il a une bonne note, il a forcément une récompense et pour lui, son père lui aurait transmis le capitalisme. À 11 ans, Mike fait les courses avec son père chez le libraire. Il trouve un magazine, Iron Man, et c'est là où il va trouver sa première idole, Bill Pearl. Dès ses 11 ans, Mike commence alors la musculation et son père lui prêtera même son ancien matériel. Dès sa graduation, Mike rejoint l'armée de l'air, il y reste pendant 4 ans et s'entraîne 6 fois par semaine, 3 heures par jour. Mike s'intéresse à la philosophie, au mouvement de l'objectivisme, il dira même que l'homme est une entité indivisible, une unité intégrée de l'esprit et du corps. En 75, Mike débute ses études médicales à l'université de Maryland. Il quitte au bout de 3 ans parce qu'il souhaitait devenir psychiatre mais ça n'intéresse plus. Imprégné des pensées de Ayn Rand, Mike dans une interview en 2001 dira qu'il est ravi du nombre de clients et amis en adéquation avec ses idées. Mike critiquera même Kant car il considère Kant comme malfaisant. En effet, il trouve que Kant cherche à détruire l'esprit humain et importe son manque de confiance en soi dans la raison. On va passer au grand 1, le rookie. Mac Mentzer commence les compétitions très jeune à 18 ans et il participe aux compétitions locales. En 1970, à 19 ans, il gagne le Monsieur Pennsylvanie. En 71, il remporte le Monsieur Lancaster. Quelques semaines plus tard, à 20 ans, il fera 10e au Monsieur Américain, AUU. Donc il faut que je précise que le AUU et FBB c'est totalement différent. Et cette compétition est très importante parce que c'est à ce moment-là où il va rencontrer un grand bodybuilder et ça va devenir un grand ami à lui. Cet homme c'est Casey Viator. Mike décrochera la 10e place de cette compétition, quant à Casey Viator, lui, décrochera la première place de cette compétition. Casey Viator, lui, c'est l'homme qui a eu des résultats incroyables en quelques temps grâce à une nouvelle méthode. Ils seront tellement potes que Casey Viator, du coup, lui présentera Arthur Jones. Mais qui est Arthur Jones? Arthur Jones, c'est l'entraîneur de Casey Viator et le créateur de la nouvelle méthode. Un millionnaire fou, créateur des machines Nautilus et Mexdex, mais aussi il est pilote d'avion, chasseur et importateur d'animaux et producteur de films pour la télévision. C'est lui le créateur du film Savage, un film pas du tout connu, mais bon. Quelle est sa méthode? Alors juste, je vais vous dire l'idée derrière sa méthode, c'est qu'en fait, il était dans les pays tropicaux, et en fait, il a vu des gorilles à dos argentés, tu vois, soulever une branche à un bras, et il s'est dit, putain, mais si je devenais aussi fort, tu vois. Du coup, en fait, sa méthode consiste à soulever très lourd, avec des charges contrôlées, et très peu de volume. On va y revenir après. Là, on va passer au palmarès de Mac Mentzer. Donc, de 71 à 74, Mac Mentzer fait une pause. Il participe à beaucoup de compétitions, Mac Mentzer, durant sa carrière. Il aurait participé à Monsieur World, Monsieur America, Monsieur Universe et Monsieur Olympia. Je vous ai dit ces 4 compétitions, Monsieur World, Monsieur America, Monsieur Universe et Monsieur Olympia, parce que c'est les 4 plus grosses compétitions de l'époque. Et en fait, comme a dit Mike Katz dans Pumping Iron, Monsieur World, Monsieur America et Monsieur Universe, ce sont des compétitions d'amateurs. C'est-à-dire que tu peux venir, t'as un bon physique et tu peux compétir, tu vois. Bon, t'as des standards, tu vois, t'as un minimum. Et Monsieur Olympia, c'est la compétition des professionnels, comme disait Mike Katz. C'est-à-dire que tu gagnes la compétition Monsieur World, Monsieur America, Monsieur Universe, ou une autre qui peut être tout aussi prestigieuse, et il faut que tu obtiennes ta carte pro. Et si tu n'as pas ta carte pro, tu ne pourras jamais compétir à Monsieur Olympia. C'est pour ça qu'il faut d'abord gagner une compétition pour obtenir sa carte pro. C'est le plus prestigieux et le plus important du monde. C'est organisé par la IFBB. C'est réservé aux amateurs, tandis que l'autre concours, il est professionnel et réservé aux professionnels. Les vainqueurs gagnent des prix en espèces. C'est le concours de Monsieur Olympia. Et c'est compliqué d'avoir sa carte pro, hein, parce que tu peux gagner à Monsieur America et ne pas avoir ta carte pro, tu vois. Mac Mentzer en 75 reprend les compétitions en même temps que ses études médicales et il termine 3ème au Monsieur America IFBB. Il avait terminé 10ème au Monsieur America AUU. 4 ans plus tard, il fait 3ème au Monsieur America IFBB. En 2ème place, on retrouve Gilbert Collard. Même quand on est bête, on en devient intelligent. C'est pas vrai, on retrouve Roger Callard. Et en première place, on retrouve l'unique Robbie Robinson qui est une légende du monde du bodybuilding. Donc je vous ai parlé de sa compétition en 75 qui débute sa carrière professionnelle. Parce que le Monsieur Pennsylvanie et le Monsieur Lancaster c'est un très bon niveau pour qu'il débute. Il termine 3ème au Monsieur America, tu crées un nom. Et en 1976, c'est leur année, je dis leur année parce que lui et son frère remportent tous les deux le Monsieur Américain. Mike Mentzer remporte le Monsieur America, toute catégorie et poids moyen. Quant à son frère, il remporte la version junior du Monsieur America IFBB. D'ailleurs son frère car
car oui, il est aussi bodybuilder et il est aussi acharné que lui. Vous le verrez plus tard, mais ils sont extrêmement proches, ils posent ensemble, mangent ensemble, s'entraînent ensemble, vivent ensemble, baisent ensemble, c'est pas vrai, je sais pas ça. Et petite parenthèse, mais son frère Raymond Menser, lui, va remporter le Monsieur America AUU en 1979. AUU et FBB, je l'ai pas précisé, mais du coup, ce sont deux organisations totalement différentes. Le AUU commence en 1938 et se termine en 1999. Quant au IFBB, il commence en 1949 et s'arrête en 1959, puis reprend en 1977. Mac Menser en 1977 participe au championnat d'Amérique du Nord à Vancouver et il gagne cette compétition. Mais malheureusement, il n'obtient toujours pas sa carte pro. C'est extrêmement dur d'obtenir sa carte pro. La même année, il se rend à Nîmes pour participer au Monsieur Univers, son premier Monsieur Univers à Nîmes, et il termine deuxième derrière Cal Scalak. Donc alors là, il a fait son nom, un deuxième au Monsieur Univers, c'est énorme. Ensuite, il se rend au concours USA vs The World où il termine premier poids lourd. Il fait les championnats du monde amateur, il termine premier poids lourd. Et en 1978, il se rend à Acapulco au Mexique pour compétir encore une fois au Monsieur Univers. Et là, il remporte la compétition haut la main avec un score de 300 sur 300. C'est une première dans le monde du bodybuilding. C'est un score parfait, c'est-à-dire que Mac Menser ce jour-là avait des proportions parfaites, un posing parfait et une condition parfaite. Et il obtient enfin sa putain de carte pro qu'il aura tant galéré à avoir. Et lorsqu'il obtient sa carte pro en 1979, il obtient la Canada Pro Cup, termine deuxième IFBB. En 79, Florida Pro Invitational IFBB, il termine premier. En 79, juste après, il fait Night of Champion, il termine troisième. Et ensuite, il se rend à Las Vegas pour la compétition la plus prestigieuse du monde du bodybuilding. Je vous en avais parlé il y a quelques minutes, souvenez-vous, avec Mike Katz. Vous l'aurez deviné, il part pour le Monsieur Olympia de 1979. Alors dans la compétition de Monsieur Olympia, comme d'autres compétitions, il y a deux catégories. Donc la catégorie poids lourd au-dessus de 95 kg et la catégorie poids léger en dessous de 95 kg. Voilà, on se casse pas le cul. C'est pas comme maintenant avec 4 catégories pour les hommes. Et lorsque chaque gagnant de catégorie, donc le catégorie poids lourd et le catégorie poids léger, se rencontrent et vont poser tous les deux et on va les départager tous les deux. Pour les gens qui doutent parce que le poids lourd sera forcément plus massif que le poids léger, sachez qu'on est en 79 et que le gagnant des deux Olympiades d'avant, c'est Frank Zane. Et Frank Zane, lui, il a gagné les poids légers et après il a gagné face au champion des poids lourds. Donc lui, Mac Menser, il est dans les poids lourds et il remporte la compétition des poids lourds. Et bien sûr, Frank Zane gagne la catégorie des poids légers. Donc maintenant, je vais vous faire part du classement. Donc en 6ème place, on retrouve Chris Dickerson, donc le futur Mister Olympia de 82. En 5ème place, on retrouve Denis Tinerino. En 4ème place, on retrouve Robbie Robinson, le retour. En 3ème place, on retrouve Boyorko, un ami proche de Mac Menser. Et en première place, on retrouve Frank Zane. Et oui, Mac Menser n'a pas gagné cette Olympia, il a terminé deuxième. Maintenant que je vous ai passé en revue la carrière de Mac Menser et ses plus grosses compétitions, je vais vous parler de la compétition qui l'a fait dégoûter du monde du bodybuilding et l'une des compétitions les plus controversées du monde du bodybuilding. J'ai nommé l'Olympia de 1980. On vient de voir l'Olympia de 1979, comme quoi Mac Menser a fait deuxième place, ce qui est très bien, même excellent. Deuxième place dans un Monsieur Olympia. Et bien cette compétition avec le Monsieur Olympia de 81 sont les compétitions les plus controversées de l'histoire du bodybuilding. D'abord le contexte. Premier contexte, Frank Zane, l'ancien gagnant des 3 Olympiades, ne peut pas gagner. En effet, Frank Zane a eu un énorme retard dû à sa blessure à l'urètre. Pour savoir comment il s'est blessé l'urètre, en fait, il s'est frappé la bite au rebord de sa piscine lorsqu'il a voulu faire un plongeon. Et désolé pour les détails, mais il a dit lui-même que du sang avait jailli de son pénis. Voilà. Du coup, il a dû se faire opérer vite. C'est pas quelque chose de marrant parce que tu peux en mourir. Et il a quand même décidé de concourir à cette Olympia, mais il avait perdu 15 livres durant sa préparation. Du coup, il avait un énorme retard. Et le deuxième plus gros facteur, c'est que 6 semaines avant la compétition, c'est le retour de l'un des plus grands bodybuilders, Arnold Schwarzenegger. On est en 80 et Schwarzenegger avait lancé sa retraite après sa dernière victoire en 75 pour se lancer dans sa carrière d'acteur. Il est vainqueur 6 fois du Monsieur Olympia et compte bien obtenir son 7ème titre. Il a donc subi un entraînement intensif pendant 6 semaines et met en pause sa carrière d'acteur. 6 semaines, c'est extrêmement court, sachant qu'on se prépare un minimum 6 mois, comme le faisait Kevin Levrone. Lorsque les autres participants ont su qu'au dernier moment Arnold Schwarzenegger était de retour, ils se sont tous dit que cette Olympia allait leur passer sous le nez. En effet, Arnold Schwarzenegger, c'est des films, un ancien champion, mais surtout le chouchou des frères Vedder, ainsi que des juges. Et lorsque les frères Vedder apprennent la nouvelle, ils se sont dit qu'il fallait le faire gagner, parce qu'Arnold, c'est surtout une image, donc de l'argent. Maintenant que le contexte a été donné, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé dans les coulisses de cette Olympia. On est la veille de la compétition et Mac Menser se rend au Paul Graham's Gym. Et j'ai oublié de le préciser, mais cette compétition se passe
passe à Sydney en Australie. Et parle à Jack Blomart qui est un juge et ami d'Arnold. Il discute du retour d'Arnold et Jack Blomart dit d'après Mike qu'il avait peur que son ami Arnold détruise sa légende. Le jour du show, Arnold Schwarzenegger était très agressif, personne parlait normalement, comme une grosse tension continue d'après Mike Meltzer. Mike, toujours confiant de sa victoire, voit Arnold arriver et d'après Mike, Arnold Schwarzenegger voulait attirer l'attention des 60 personnes en coulisses. Arnold commence à dénigrer Samir Banout devant tout le monde, mais Mike Meltzer ne dit rien pensant que Samir Banout voulait se défendre tout seul. D'après Mike, Boyarko arrive comme un gentleman et dit At one point, Boyarko stood up as a gentleman and said, look, why don't we just let Arnold explain to all of us right here, right now, what his reasons are for wanting to have weight classes. Maybe we can get to the bottom of this instead of arguing aimlessly. Selon Mike, Boyarko, bon je vais l'appeler BC parce que c'est chiant de Boyarko, c'est comme Arnold Schwarzenegger, je vais les appeler AS maintenant. Donc d'après Mike, BC a parlé de façon respectueuse, non négative, non agressive et très gentleman. Et là, AS rétorque Arnold snapped back. Oh boy, why don't you stop acting like a baby? Grow up and be a man. So I said, look, Boyarko said that as a gentleman. Something to that effect. He doesn't deserve that. Ce qui a énervé AS qui répond en se retournant comme un animal d'après lui. He said, oh, come on, Mentor, we all know that you lost last year because of your big belly. And I allowed that to irritate me perhaps too much, and on impulse, I ran over towards him. I was surprised. Arnold Schwarzenegger sat down. I scared him. Went over and sat in the corner, and when he went to sit down, I continued at him. I was wagging my finger at him, telling him that his behavior was reprehensible, that it was not Boyarko who needed to grow up, but him. And he couldn't look me in the eye. He literally went from being a frantic, hysterical adolescent to shrinking away like an injured child. And that's really... Lorsqu'ils sont partis en pré-judging, AS ne s'arrêtait pas et irrité, Ben Vedder, l'un des frères Vedder, sépare Arnold du reste. D'après Mike, c'était intéressant de voir Ben Vedder et la hiérarchie IFBB hors de contrôle avec Arnold. La compétition se passe et elle est très intense. Lorsque les résultats sont tombés, Mike a commencé à rigoler car pour lui la décision des juges était tellement incorrecte qu'il trouvait ça ridicule. Sur tous les participants, il y avait juste lui qui osait dénoncer cette mascarade. Quelques heures après la victoire d'Arnold, les journaux mettaient déjà en avant Arnold en Conan le Barbare avec les produits VDR. Mike déclare qu'il est heureux que cet événement se soit passé car il peut enfin voir le vrai visage de ce business. Mike quitte les compétitions pour toujours et il dira même qu'il ne voudra plus jamais être associé à ces gens-là. Mais du coup, c'est quoi le classement? Le classement il est extrêmement intéressant parce qu'on peut voir à quel point ils ont voulu mettre Mike de côté durant cette compétition. Du coup, je vais faire les plus importants. Donc en 4ème place, on retrouve Boyarko et Mike Meltzer à la même place, tous les deux avec 280 points. En 3ème position, on retrouve Frank Zane avec 291 points et 0 pause gagnée. En 2ème place, on retrouve Chris Dickerson avec 290 points mais 2 pauses gagnées. Et en première place, du coup, on retrouve Arnold Schwarzenegger avec 295 points et 5 pauses gagnées. Et il repart donc avec 25 000 $. Mike Meltzer casse ses récompenses après la compétition et décide d'arrêter les compétitions en 1980. Il est alors âgé de 29 ans, c'est une retraite tôt du monde du bodybuilding. Mike Meltzer dira après: I thought these were supposed to be the guys that ran the show. But here you had this big Prussian son of a bitch standing up acting like a Nazi. Mais du coup, quelles sont les conséquences de cette compétition? Et bah pour le coup, Mike coupe tout contact avec les frères Vedder dans une embrouille au téléphone. Les tensions faisaient que monter entre eux, mais surtout Mike commence à parler du mauvais côté de l'organisation et du bodybuilding. Et en s'embrouillant avec Arnold, du coup ça n'a totalement rien arrangé, il commence à se faire plus en plus d'ennemis, du coup l'engueulade devait arriver. Du coup Ben Vedder aurait appelé Mike, car pour lui il n'aimait pas le fait qu'il parle des défauts de l'IFBB. Mike, quant à lui, alors dans son bureau, crie sur Ben Vedder et Joe Vedder au bureau prend le téléphone de Mike Meltzer et lui demande pourquoi il hurle sur son frère. Suite à ça, Mike Meltzer se fait virer de son job à 200 000 $ par an parce qu'il faut savoir que ces mecs-là à l'époque c'était des stars. Tu étais bodybuilder à l'époque, c'était tu t'entraînais, tu posais pour les magazines, tu vendais les compléments des frères Vedder, t'étais une star quoi, tu vivais très bien. Et honnêtement, 200 000 $ pour le niveau de Mike Meltzer, il a quand même terminé 4ème en égalité avec Boyarko. C'est comme comparer le 4ème meilleur joueur de foot, il gagnerait pas 200 000 $ par an, tu vois. C'est un très bon salaire, mais c'est pas assez pour ce que le mec il fait, tu vois, c'est un tête d'exception. Du coup, il perd son job à 200 000 $ par an, il n'écrit plus pour les revues des frères Vedder, il s'embrouille avec les frères Vedder, du coup il coupe
tout contact et il monte son journal mais s'écroule pour des problèmes financiers. C'est dommage parce que lorsque ça commençait à marcher, les problèmes financiers arrivent. On passe au 3e chapitre, le comeback de Mac Menser. Entre 80 et 90, Mac entraînera des clients mais aussi des athlètes comme par exemple Samir Banout, Lila Brada, Aaron Baker, Paul Gillette et surtout Dorian Yates. Retenez bien ce nom parce que c'est vraiment important pour la suite. Il reprend contact quelques années plus tard avec les frères Vedder et il réécrit pour eux quelques revues. Mac adopte des méthodes d'Arthur Jones, souvenez-vous, ce millionnaire totalement fou. Il adopte sa méthode mais surtout il l'améliore. Ses théories aident mieux les pratiquants naturels pour un potentiel de génétique accru, d'après Mac. Son entraînement est bien sûr intense et court mais il affirme à ses clients qu'ils doivent sortir de la sphère du culturisme pour se concentrer aussi sur eux-mêmes. Il encourage ses clients à entreprendre d'autres activités tout aussi nobles et à utiliser leur capacité de raisonnement pour vivre une existence et cultiver bonheur et sagesse. Je vous ai parlé au début de la vidéo comme quoi Mac Menser s'intéressait beaucoup à la philosophie comme par exemple le mouvement de l'objectivisme, mais là c'est carrément preuve qu'il était considéré comme un intellectuel dans le monde du bodybuilding, c'est-à-dire qu'il encourage ses clients à entreprendre d'autres activités en dehors du bodybuilding. Il dira même que le culturisme doit être envisagé comme un élément de l'existence plutôt qu'une fin en soi. On a vu Mac Menser, mais du coup vous allez me poser la question, que devient son frère? Vous n'avez pas dû me poser la question, mais je vais parler de son frère parce que son frère lui est tout aussi intéressant. Raymond Menser, lui va se retirer des compétitions en 82 et va partir en Floride. Une fois là-bas, il va se faire former par Arthur Jones, le retour. Il passe notamment de 250 livres à 260 livres en l'espace d'un mois, ce qui est très bien pour un bodybuilder avancé. Il va notamment développer la méthode bulgare. Cette méthode consiste à faire 3 séries de 3 répétitions lourdes, enchaînées avec 6 répétitions légères. Donc encore une fois, un entraînement très intensif. Ces deux frères diffusent leurs idées grâce à des cassettes et dans des journaux, revues ou livres, mais surtout, ils vont se faire connaître, lui et son frère, parce qu'ils vont animer une émission télé en Californie avec Boyer Code et ils vont montrer des programmes d'entraînement, vont s'entraîner ensemble. Du coup, Mike c'est aussi plusieurs livres, comme par exemple Mike Complete Book of Weight Training fait en 1982, The Menser Method to Fitness, a Revolutionary Weight System for Women and Men fait en 1980, High Intensity Training, The Mike Menser Way, toujours en publication fait en 2003. Lui qui est rédigé par Mike Menser, mais aussi par son ami John R. Little. C'est un ami à lui, journaliste, avec qui il écrira beaucoup. Il écrira du coup son ami John R. Little, La sagesse de Mac Menser et l'art de la science en 2005. Mais surtout, il écrira son livre Heavy Duty, sorti en 1993. Ce livre partageant des photos, sa routine idéale, page 51 par exemple. Mais surtout, ces livres partagent sa philosophie. Et je vais revenir sur Heavy Duty, son livre Heavy Duty. Pendant 10 ans, le programme Heavy Duty consistait entre 7 à 9 séries, 3 fois par semaine, ce qui est très peu pour un bodybuilder. Et il va passer du coup de 7 à 9 séries à 5 séries max par entraînement et une grande pause de 1 à 4 semaines par groupe musculaire dans les années 90. D'après Mike, ce grand changement c'est dû aux nouveaux produits sur le marché. Quelques années plus tard, lorsque Dorian Yates gagne son premier Olympia en 92, il remerciera Mike et sa méthode dans son discours. 94, Dorian Yates, Mike et Raymond Menser montent leur business, une marque de vêtements se nommant MYM pour Menser Yates Menser, connue sous le nom aussi de Heavy Duty. Maintenant on va passer au grand 4, la fin de Mac Menser. De 2000 à 2001, un ancien client et ami de Mac Menser, Marcus Reinhardt, propose à Mike de faire comme Blood and Guts, mais à leur manière. Donc je l'ai pas précisé, mais Blood and Guts c'est le reportage de Dorian Yates et de son ami, où j'ai oublié son nom mais je le remettrai au montage. On peut voir Dorian Yates s'entraîner, donc je le mettrai dans un épisode parlant de Dorian Yates, mais pour vous faire court, le nom Blood and Guts veut dire du sang et des tripes, ce qui résume très bien l'entraînement de Dorian Yates, qui est de la folie, voilà. Mike accepte l'invitation de Marcus Reinhardt et c'est le début de Heat. Dans ces vidéos, on retrouve Mike Menser, Raymond et Marcus s'entraîner. On constate que Mike et Raymond sont alors extrêmement abîmés. Mike a 50 ans et Raymond a 47 ans, mais pourtant on dirait qu'ils sont 70 ans. Certains pensent que ce sont les produits, d'autres pensent que c'est la méthamphétamine qu'ils prenaient pendant les entraînements et avant de se coucher, et d'autres pensent les deux. Je pense que ce qui a vraiment vieilli Mike Menser et son frère, ce sont vraiment les drogues qu'ils prenaient à l'époque. Le dernier épisode de la série est filmé le 9 juin 2001, et le lendemain, Mike Menser est retrouvé mort à son domicile qu'il partageait avec son frère. Mike est mort d'un arrêt du cœur. Le propriétaire de la morgue de Rolling Hills en Californie affirmera que Mike avait des antécédents de problèmes cardiaques malgré son corps très robuste. C'est 2 jours plus tard que son frère Raymond Menser est mort d'une insuffisance rénale à 47 ans le 12 juin 2001 dans la même maison. Il faut savoir que les deux frères vivaient ensemble et malgré leur âge, Mike faisait toujours attention à son petit frère atteint de la maladie de Bergère. D'ailleurs, certains pensent à un suicide puisqu'il n'est pas venu à sa dialyse suite à la mort de son frère. Son frère, pour Raymond, était comme son mentor en fait. Il a commencé les compétitions avec lui, il a regardé son frère dès plus jeune s'entraîner, il a été attiré par ça, ils se sont entraînés ensemble, ils ont vécu ensemble, ils ont eu la vie de rêve ensemble et voir son frère
frère mort brutalement d'un arrêt du cœur et je pense que ça l'a totalement détruit. Conclusion. Mike a marqué son époque et le monde du bodybuilding tellement qu'en 2002 il rentre dans le IFBB of All Time, titre récompensant toutes les plus grandes stars du monde du bodybuilding. On retient de lui sa méthode et son entraînement mais aussi son courage lors de l'Olympia de 1980. Dorian Yates dira sur son Instagram: Mike était une personne formidable, un mentor, un philosophe et quelqu'un que j'ai admiré. Bon, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, j'ai aimé faire cette vidéo, et voilà, je sais pas comment terminer. Bon bah bisous.